Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés ce soir. La Terre a tremblé lundi en principauté, un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter qui a surpris un grand nombre d'entre vous. Nous analyserons ce phénomène avec Jessica Astier, responsable du système de surveillance sismologique à la direction de l'environnement. La Rocket Team en tête de l'Euroleague après sa victoire écrasante face au Bayern Munich, le basket qui n'a jamais aussi bien marché à la télévision et les plateformes de streaming. Comment l'expliquer? Est-ce que la Betclic Elite et l'Euroleague sont des championnats attractifs? Nicolas Bermond, consultant média pour DAZN, viendra nous éclairer à ce sujet. Puis nous prendrons un peu de hauteur à bord de la montgolfière des aéronautes de Monaco, un ballon, vous le découvrirez, 100% écologique. Et enfin, nous nous intéresserons ce soir aux compléments alimentaires, en poudre, en gélule ou en gomme. Ils ont le vent en poupe, que valent-ils? Et dans quel cadre les utiliser? La réponse dans ce journal. Le Père Noël a pris un peu d'avance sur sa tournée. Il était au Palais Princier cet après-midi pour procéder à la remise des cadeaux aux jeunes monégasques. Comme vous pouvez le voir à l'image, il aura pu compter sur le soutien de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, mais aussi de la princesse Stéphanie et de Camille Gottlieb. Suivant la tradition, les jeunes invités sont repartis avec cadeaux et friandises et le sourire aux lèvres. Peut-être l'avez-vous ressenti, la Terre a tremblé lundi soir, un séisme qui a touché la principauté et qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs ressenti avec plus ou moins d'intensité. Pour mieux comprendre ce phénomène et savoir comment il est mesuré à Monaco, nous sommes en duplex avec Jessica Astier, responsable du système de surveillance sismologique à la direction de l'environnement. Bonsoir Jessica Astier. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invitée ce soir. Que sait-on de ce tremblement de terre et de son épicentre? Alors le tremblement de terre qui est survenu lundi 16 décembre dernier a une magnitude de 3,7. On sait que son épicentre donc était au large de la ville de Bordighera en Italie, à une quarantaine de kilomètres de Monaco. On dit souvent qu'un séisme est suivi d'une réplique. Est-ce qu'il y en a eu une? Alors ça est en effet, cette fois-ci encore, les répliques ne sont pas systématiques, mais cette fois-ci, nous avons eu une réplique qui a été mesurée aux alentours de 5h23 du matin avec une magnitude plus faible de 2,4. Alors ce n'est pas la première fois que la Terre tremble sur la Côte d'Azur. Comment expliquer ce phénomène, Jessica Astier? Alors Nice, il faut savoir que la région de Nice, Monaco, sont dans une région de faille qu'on peut dire active, qui peuvent cautionner des événements de différentes amplitudes, en général des événements assez faibles, mais c'est une zone qui a tendance à bouger assez régulièrement. Et Monaco est paré pour faire face aux risques sismiques? Alors Monaco a bien sûr mis en place des normes déjà, et donc il y a des normes de construction antisismique qui sont mises en place pour éviter tout dégât matériel trop fort. Il y a aussi une sensibilisation de la population, que ce soit dans les écoles ou de la population en général, pour savoir quoi faire en cas de séisme. Et comment s'effectuent les mesures sismiques en principauté? Alors il faut savoir qu'il y a du matériel de mesure, donc nous avons des capteurs sismomètres, accéléromètres qui sont présents dans la grotte des Jardins Saint-Martin. Et ces capteurs-là mesurent donc du coup en temps réel les mouvements de la Terre pour voir s'il y a des mouvements plus ou moins forts. Et dans certains cas, quand on dépasse certains seuils, des alertes sont envoyées. Et à qui sont envoyées ces alertes? Ces alertes sont envoyées aux autorités locales par mail. Alors ce que l'on sait un peu moins, c'est que la direction de l'environnement a donc un service qui est dédié aux risques sismiques, c'est ça? Alors on est une entité qui s'occupe de suivre la sismicité, les mesures sismiques en effet en principauté, et nous travaillons en collaboration avec GeoAzur
pour transmettre l'ensemble des mesures qui sont effectuées en principauté au sein du réseau RENAS, qui est le réseau national de surveillance sismique, qui permet de compléter la gamme des mesures qui sont effectuées dans la proche région, voire un peu plus loin. Et dernière question, Jessica Astier, du fait de notre situation géographique, est-ce qu'on peut craindre un jour des tsunamis ? Alors le tsunami, c'est un risque qui ne peut pas être éludé. Après, on ne s'attend pas forcément à des tsunamis très forts, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a une mesure qui est effectuée par les marégraphes qui sont suivis en principauté par la direction de l'environnement, et les marégraphes est connecté au système du CHOM, au système national, donc ça permet d'avoir une donnée de l'élévation de la mer en temps réel. Et pour l'instant, les données sont stables ? Et pour l'instant, les données sont stables. Eh bien, merci beaucoup Jessica Astier pour toutes ces précisions suite au tremblement de terre qui a secoué la région lundi soir. Merci. Merci Émilie. On passe au sport et au basket. La Roca Team continue sur sa belle lancée du moment. Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont dominé nettement le Bayern Munich hier soir 93-74. Une victoire qui propulse la Roca Team en tête de l'Euroleague après 16 journées. Frédéric Elion revient sur ce match abouti face aux Allemands. Ce Monaco-là commence à faire peur. Après avoir collé 30 points à Fenerbahçe, la bande d'Aspanoulis a limité la meilleure attaque d'Euroleague, le Bayern Munich, à 74 points et signé une 3e victoire d'affilée en Euroleague. Mené de 11 points par un Bayern conquérant dans le premier quart-temps, les Monégasques vont mettre la machine en route. Papagiannis, à 3 points, est à l'origine d'un 14-2 en 3 minutes. Monaco repasse devant grâce à l'activité folle de Terry Tarpey, 3 interceptions et un jeu collectif parfaitement huilé. La Roca Team est devant à la mi-temps, 46-40, et va s'envoler dans un 3e quart-temps qui illustre parfaitement la nouvelle Roca Team version Spanoulis. 13 passes décisives en 10 minutes, du jeu de transition et une marque répartie avec 8 joueurs à 8 points ou plus au final. Chacun fait l'effort pour l'autre sur le terrain et Monaco va prendre jusqu'à 26 points d'avance pour finalement s'imposer 93-74. Le premier quart-temps, on n'était pas notre niveau nouvelle, je vais dire. Mais les dernières 30 minutes, on a vraiment monté l'intensité, on a joué notre basket. Juste un mot sur ta situation, Terry, tu es passé par des moments compliqués où tu n'as pas beaucoup joué. Comment tu revis justement là, ces moments où tu es plus de 20 minutes sur le parquet, tu apportes, voilà. Comment tu vis ça? Franchement, c'est grâce à mes coéquipiers et la famille. Ils ont dit stay ready, on ne sait jamais. Et le nouvel staff, vraiment, ils m'ont poussé dans la confiance. J'ai dit, vas-y, tu vas jouer. Je joue basket. Je ne pense pas trop. Parfois, je pense un peu trop dans le basket et je joue beaucoup mieux quand je suis libéré et je joue comme moi-même. La Roca Team visera le 4 à la suite en Euroleague jeudi soir à Madrid face à un Real en difficulté cette année et seulement 13e. Voilà pour cette victoire écrasante de la Roca Team face au Bayern Munich hier, qui aura été suivie par des centaines de spectateurs à Gaston Médecin, mais aussi par des milliers de téléspectateurs derrière leur écran, car le basket et ses différents championnats séduit à travers le monde. Si bien que les offres TV sont obligées de s'adapter à la demande. Depuis la rentrée, DAZN diffuse la Betclic Elite et l'Euroleague sur sa plateforme de streaming. Comment développe-t-on la visibilité du basket en France ? Pour le savoir, nous avons contacté Nicolas Bermond qui possède déjà une solide expérience au sein de la NBA. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes consultant média pour DAZN. Comment cette chaîne lancée en septembre dernier est venue rebattre les cartes des droits sportifs ? Alors écoutez, je crois que la priorité pour DAZN, c'est vraiment de faire savoir que c'est le nouveau diffuseur du basket français. C'est une première étape qui est toujours un petit peu difficile, d'autant plus que la Betclic Elite a changé de diffuseur à plusieurs reprises ces dernières saisons. Donc c'est primordial pour DAZN vraiment de montrer que c'est la destination du championnat de France pour ces prochaines années. Ensuite, je pense qu'il y a un petit peu toute une phase d'apprentissage
et de montrer à quel point la Betclic Elite est un championnat très attractif. Ça devient un des championnats les plus intéressants à suivre. Donc ça passe par plusieurs choses à la fois. C'est utiliser tous les moyens de communication qui sont possibles, notamment les réseaux sociaux. Il y a aussi un intérêt de la part de DAZN également à mettre en avant le produit Betclic Elite disponible à tous. Donc comme vous savez, DAZN est tout de même une plateforme payante, mais il y a quand même un intérêt à garder une certaine case de gratuité. Donc vous pouvez suivre tous les matchs de Betclic Elite tous les dimanches soirs à 19 h en gratuit sur DAZN. Et après, il faut savoir activer autour des événements phares de la saison qui sont le All-Star Game, les playoffs, les finales. Et également, il y a de nouveaux événements qui ont été créés cette saison, comme le Young Star Game, qui se déroulera en janvier prochain à Paris et qui mettra en avant les nouveaux talents de ce championnat. Et bien évidemment, DAZN sera le diffuseur officiel de cet événement. On l'entend, c'est très stratégique de développer la visibilité du basket sur un territoire comme la France. Alors écoutez, oui, je pense que c'est un secret pour personne pour dire que la France est devenue un véritable vivier et vraiment un booster une puissance du basket mondial. Quand on voit les résultats des équipes nationales, que ce soit les équipes masculines ou féminines, quand on voit l'attrait de la NBA pour les jeunes talents, quand on voit les performances en Europe avec Monaco et Paris qui sont depuis hier soir co-leaders de l'Euroleague, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un momentum qui se passe actuellement en France sur lequel il faut savoir capitaliser. Le basket est le deuxième sport le plus pratiqué en France après le football, avec 800 000 pratiquants. Donc c'est important, au-delà de la pratique également, de continuer l'aventure. Et ça se passe, je pense, également à travers les médias et la visibilité qu'on va donner au sport. Je pense qu'il y a toujours ce décalage qui existe entre l'engouement qu'il y a par rapport au sport et la visibilité que peuvent en donner les grands médias. Donc, vous savez, moi je crois beaucoup au storytelling. C'est quelque chose qu'on a fait énormément via la NBA ces dernières années, que la NBA a très bien compris. On a vu l'engouement qui a accru de la Formule 1 grâce au documentaire Netflix. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser la question de savoir quelle histoire on veut raconter à travers ces joueurs et ces clubs. Et puis, il faut que les grands médias puissent jouer le jeu pour mettre en avant ces histoires et en parler le plus haut et le plus fort possible et en être surtout très fiers. Et on le précise, vous, Nicolas Bermond, c'est votre expertise que vous apportez au sein de cette chaîne parce que vous avez derrière vous des années d'expérience au sein de la NBA. Alors oui, c'est possible. Vous savez, je travaille toujours pour la NBA en plus de DAZN, donc c'est pas moi qui vais vous dire de suivre un championnat plus qu'un autre. Je pense pas qu'on doive parler de cannibalisation, mais plus, comme j'ai dit tout à l'heure, de complémentarité. Donc il y a du bon et du moins bon avec la NBA, mais je pense que ça reste une ligue tellement puissante et tellement importante qu'il faut quand même savoir regarder outre-Atlantique et pouvoir prendre ce qu'il y a de bon là-bas pour le rapporter chez nous. Petite parenthèse, Nicolas Bermond, vous êtes originaire de Monaco, vous avez grandi ici. Quel regard Exactement. vous portez sur l'évolution du basket monégasque ? Ah bah vous savez, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai grandi dans les années 90, il me semble qu'on était en National 3 ou National 4. Je me souviens qu'on allait shooter à la mi-temps sur le terrain avec tous les autres jeunes. Donc, encore hier soir, quand j'étais au match, voir une salle remplie, voir l'engouement, en plus du football qui a toujours eu historiquement des bons résultats, mais maintenant voir le basket au même niveau, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et moi, en tant que fan, je me réjouis de voir ces bons résultats de la Roca Team, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, ce matin, premier d'Euroleague après 16 matchs. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Bermond, d'être venu partager votre expérience sur notre antenne. Merci. Merci à vous.
Prenons un peu de hauteur avec les aéronautes de Monaco à présent. Le club de pilotes de montgolfière s'applique à pratiquer son activité dans le respect de l'environnement. Dernièrement, le ballon monégasque a survolé l'Arménie et sa capitale Erevan. Retour sur cette expérience écologique avec les explications d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Une montgolfière rouge et blanche au-dessus du plus haut sommet de la République d'Arménie. Les aéronautes de Monaco partagent une pratique de la montgolfière respectueuse de la planète. On a décollé de sites historiques, on a décollé de Aparan, on a décollé de Garni et surtout on a décollé du centre-ville de Erevan, une ville de 1,5 million d'habitants. C'est assez extraordinaire. On consomme 2 fois moins de carburant que les autres équipages. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de porter la bonne parole, c'est de démontrer que les technologies qu'on met en œuvre, comme la double enveloppe, pour éviter la déperdition de chaleur. C'est aussi l'utilisation de carburant biologique. On a réduit notre rejet de CO2, notre bilan carbone de 50% ces 10 dernières années. Pour s'approvisionner en carburant biologique, Alain fait appel à une société monégasque pionnière dans le domaine. Le biogaz, c'est un gaz qui est fabriqué à partir de gaz de synthèse. C'est un gaz qui permet d'éviter dans son cycle de vie total à peu près 85 à 95% d'économie de CO2. Autrement dit, le biogaz est produit à partir de déchets organiques. Un des inconvénients de ce système, c'est qu'il est relativement limité en quantité. Donc ce n'est pas un produit qui va permettre de substituer la totalité du gaz fossile sur un territoire immense. Sur un territoire comme Monaco, c'est faisable. Le club continue ses vols sur la base de Mondovì, toujours alimenté par son fameux biogaz, pour tenter de montrer l'exemple. Mettre à disposition du public et des professionnels de la danse un espace d'expression artistique et d'échange, tel est le but du Monaco Dance Forum qui se clôture ce soir au Grimaldi Forum. Ce festival aura permis de mettre en lumière différents styles chorégraphiques, différentes compagnie également. José Sacré vous propose un coup de projecteur sur la représentation qui a eu lieu mardi au Théâtre des Variétés et qui a propulsé le public dans les années 1920-1930. Un reportage réalisé avec Camille Caloni et Louis Borgia. Un tonnerre d'applaudissements pour ces danseuses et ces danseurs qui sont là depuis plus de 53 heures. C'est parti! Danse Marathon, c'est le titre du spectacle chorégraphique particulièrement réussi présenté par la compagnie Eugénie Andrin au Monaco Dance Forum. Sur la scène du Théâtre des Variétés, 4 danseurs, un comédien professionnel, 20 danseurs amateurs et un orchestre de jeunes élèves musiciens ont fait revivre avec beaucoup de talent ces marathons de danse des années 20-30, marathons qui se transformaient parfois en bal de l'horreur. On connaît le film On achève bien les chevaux. C'est un film qui m'a toujours beaucoup choquée et fascinée. Et j'ai souvent eu envie de faire quelque chose sur ce thème où la danse est omniprésente. Évidemment, on parle les marathons de danse, on ne parle que de danse, même si, encore une fois, c'est une danse qui va vers l'épuisement. Donc la danse est omniprésente, mais en même temps, elle est de moins en moins là. Et du coup, ce qui m'a intéressée dans ce spectacle, c'est d'essayer d'imaginer, vous savez, certains participants ont dansé pendant plus de 5 mois, où ils n'ont que des pauses de 10 minutes toutes les 2 heures. Donc je me suis dit, mais à quoi penser ces marathoniens pendant ces heures et ces heures de danse ininterrompue? Et donc je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir chez chacun, d'aller voir dans les pensées de ces danseurs, à quoi pensaient-ils? Et donc on a certains musiciens qui vont se détacher de l'orchestre, dans la formation d'ensemble, pour venir jouer en solo, investir le plateau, se rapprocher des danseurs et venir se rapprocher d'eux et jouer, mettre en musique les pensées des danseurs. Donc les danseurs vont pouvoir danser la solitude, danser la misère ou danser le souvenir d'un rayon de soleil sur leur visage. Ça m'a permis d'amener une danse plus créative au sein de ce spectacle où la danse finalement s'épuise petit à petit. Danse Marathon est un spectacle coproduit par Antea Théâtre d'Antibes et la compagnie Eugénie Andrin. Nous avons souhaité nous intéresser ce soir aux compléments alimentaires. Ils sont de plus en plus tendance et se déclinent sous différentes formes. Vous êtes nombreux d'ailleurs à en consommer au quotidien pour toutes sortes de bienfaits. La Principauté a récemment vu naître sa propre marque de gummies. Le point dans ce reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Des compléments alimentaires pour rester en bonne santé,
Une idée qui séduit. Pour certains, la consommation de ces petites gélules aide à limiter les carences du quotidien. Ah oui, tous les jours. J'en prends pour les oméga 3, 6 et 9. Et j'en prends pour dormir. Non, je n'en prends pas. Oui, de temps en temps, notamment l'été, pour aider à bronzer parce que j'ai la peau très claire. Et sinon, plus des diurétiques pour aider à éliminer, mais c'est tout, sinon je n'en prends pas plus. Cynthia a été diagnostiquée du syndrome de l'intestin irritable. Elle a décidé de créer ses propres compléments alimentaires. Je n'arrivais pas à trouver une marque sans sucre ou édulcorant et je savais que ça allait affecter mon intestin. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre marque qui ne contient ni l'un ni l'autre. Après avoir été diagnostiquée, j'ai commencé à lire et m'instruire sur tout ce qui concerne la santé intestinale, l'axe intestin-cerveau, tout ce qui impacte mes intestins. J'ai appris comme ça, via des docteurs, des vidéos, vraiment par moi-même. À raison de 2 gélules par jour, cette gamme de 3 gummies agit soit sur l'immunité, la santé des cheveux, de la peau et des ongles ou le stress. Sous forme de bonbons gélifiés, ces compléments alimentaires plaisent par leur goût. Il y a ce qu'on appelle des FOS dans mes gummies, pour fructo-oligosaccharides. Ce sont des fibres qui proviennent de plantes, donc c'est 100% naturel et c'est très doux. Et en plus, c'est un probiotique, donc c'est compatible avec les problèmes d'intestin. Ces compléments alimentaires pensés à Monaco sont disponibles à la vente en Suisse, en Principauté, en Espagne et à Londres, et aussi en vente en ligne. Place à présent à un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco. Ce soir, c'est une enseigne qui sublime la cuisine et les saveurs de la Riviera depuis des décennies en Principauté et qui est mise en valeur par celle qui incarne cette rubrique et que nous retrouvons du côté de la Condamine. Bonsoir Christine da Petite-Homel. Si je vous dis qu'elle est la reine du Barbadjan, vous pensez à qui ? À la maison Arroca, bien sûr. Alors, elle est la reine du Barbadjan, certes, mais pas que. Son histoire a débuté il y a fort longtemps en Principauté. Écoutez comment tout a commencé. L'histoire d'Arroca, comment est née Arroca ? Alors, Arroca, ça a été fondé il y a en 1985, je n'ai pas la date exacte, mais dans les années 80, par M. Croesi, Albert Croesi. Ça s'est développé surtout sur les spécialités de la Riviera, donc les barbagians, les farcis, les pissaladières, les tourtes. Le groupe a été racheté par M. Grégory Rouguignon il y a une dizaine d'années, qui est le nouveau directeur général. Et on a poursuivi l'activité d'Arroca, on a intégré aussi les salades bar, ici salade, et on a développé l'activité traiteur. Mais en restant très axé sur Arroca, sur vraiment la partie traditionnelle du sud de la France, du sud-est si je peux dire, farci, barbagian, pissaladière et les différentes tourtes. Alors vous avez la partie traiteur, mais vous avez également de nombreuses boutiques. Combien de boutiques en Principauté ? On a 3 boutiques, Arroca Saint-Charles, Arroca au marché de la Condamine, et puis le Arroca de Fontvieille qui est juste à proximité. Et on a surtout maintenant l'activité traiteur qui représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires, où on met en avant les produits Arroca, mais aussi des produits qui n'ont rien à voir, qui sont des pièces cocktails plus travaillées, plus haut de gamme. On n'est pas du tout sur le même type de produit. Mais le client peut soit avoir nos produits habituels qu'il retrouve en boutique, soit partir sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme et plus fini. Alors la partie traiteur, c'est pour les particuliers, mais également pour les hôtels. Vous livrez également énormément d'hôtels. Alors la partie traiteur, elle concerne tout le monde. On fait aussi bien les sociétés, les entreprises. On fait aussi bien du plateau repas que des cocktails pour des mariages qu'on fait régulièrement en Monleuse. On peut faire aussi le Grimaldi Forum avec qui on travaille et chez qui on est référencé. Et puis on livre effectivement les restaurateurs avec nos produits en surgelé, alors notamment les barbagians. Et puis on leur livre aussi nos pissaladières, nos tourtes. On a un gros corps de clients restaurateurs sur Monaco. Et aussi beaucoup de clients en société. Et puis alors Arroca, quand on pense à Arroca est connu, on pense de suite au Barbadjan. Alors on ne va pas vous demander la recette parce que vous n'allez pas nous la donner, mais quel est le secret de ce succès ? Je pense qu'on a la bonne recette, puisqu'effectivement on en vend énormément, on en produit, je vous disais tout à l'heure, pas loin de 5 ou 6 000 par jour. On n'a qu'une recette qui est vraiment la recette traditionnelle. Je ne donne pas les ingrédients, mais c'est forcément un rapport de quantité qui est quand même assez précise. Donc
La recette, elle est la même depuis 30 ou 40 ans, on ne la fait pas évoluer, c'est quasiment la même personne qui la produit tous les jours, vous avez vu, Sébastien. Hein, donc je pense que j'ai pas vraiment de secret, mis à part que le produit est bon. Si le produit est bon, il se vend, et puis c'est manuel, c'est fait à la main, vous avez vu, donc il n'y a rien qui est industriel, de A à Z. Tout est fait par les petites mains de Sébastien et d'Angélique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aroca aujourd'hui? On peut lui souhaiter beaucoup de réussite, on se développe de plus en plus. Je pense que nos clients sont contents en tout cas de nos produits. Pas beaucoup d'autres choses, peu plus que du succès, j'espère. Et si une vingtaine de personnes œuvrent quotidiennement à la production, ce sont 60 petites mains qui travaillent pour la maison Aroca. Alors vous l'aurez compris, 3 boutiques pour venir acheter leurs produits et puis sans oublier bien sûr le traiteur pour vos réceptions. Avant de refermer ce journal, un mot sur les messes de Noël qui seront célébrées en principauté les 24 et 25 décembre. Les fidèles pourront se recueillir en la cathédrale, mais aussi dans les différentes églises de Monaco, telles que Saint-Charles, Sainte-Dévote, Saint-Nicolas ou encore les Carmes. L'ensemble du programme des messes de la Nativité est à retrouver sur le site du diocèse de Monaco. Sachez que la messe pontificale du 25 décembre en la cathédrale de Monaco sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 10h30. La météo, c'est avec vous Alban Gingembre. Bonsoir Alban. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, la météo restera sensiblement la même qu'aujourd'hui en principauté. Un ciel très chargé tout au long de la journée. Quelques courtes éclaircies entre deux nuages pourront être visibles en deuxième partie de journée. Et les températures oscilleront entre 9 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et en ce jeudi 19 décembre, nous fêterons les Samantha. Merci Alban pour toutes ces précisions et merci à vous pour votre fidélité. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et le Noël au Palais Princier. Demain à 19h, retrouvez Sarah Inkari pour votre JT. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.